Końskie, de l'Union des Nations à l'Union européenne. Un nouveau chapitre a commencé dans l'histoire de Końskie. En 1870, pour un montant de 250 000 roubles, les biens de Końskie Wielkie sont devenus la propriété de la famille Tarnowski, descendant d'une famille de magnats remarquables dont l'histoire remonte à l'Antiquité et au Moyen Âge. Déjà d'énormes terrains déboisés sont semés soigneusement, les hauts fourneaux adaptés aux exigences de la métallurgie moderne. On parle enfin de l'intention de construire de nouvelles usines qui, après la réalisation de la ligne de chemin de fer dont le projet est déjà approuvé selon ce qu'on dit, mettront les biens de Końskie au rang de nos meilleures usines de fer. Ainsi écrivait la presse polonaise. Les dernières années du XIXe siècle se sont de nouveau avérées une période de développement pour la ville. La mise en marche d'une ligne de chemin de fer, en 1885, avait une importance décisive. Les richesses naturelles importantes, le surplus de main-d'œuvre et l'accessibilité du moyen de transport ont attiré le capital juif. Il était avant tout investi dans l'industrie de la fonderie, des métaux, du bois et de la céramique. Les premiers établissements industriels capitalistes ont été créés. Pendant cette période, le caractère commercial et artisanal de la ville a changé en devenant industriel. Vers la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la conjoncture, à l'époque favorable au développement de l'industrie, a permis aux investisseurs, disposant d'un capital suffisant, de construire sur le territoire de la ville une quinzaine d'usines dont quelques-unes étaient grandes. La plupart des usines de l'époque, surtout équipées en hauts fourneaux, n'a pas subsisté jusqu'au XXe siècle. La vie de quelques autres s'est terminée au cours des premières années de ce siècle. Cette chute significative des usines métallurgiques d'ici résultait notamment de l'emploi d'une technologie de la coulée peu efficace basée sur le charbon de bois. De ce fait, il était alors plus facile et moins cher de faire venir la fonte brute même de loin, ce qui a favorisé l'établissement d'entreprises de fonderie. Une telle possibilité est apparue justement après la construction de la ligne de chemin de fer en 1885. À ce moment-là, les ingénieurs cherchaient des lieux le long du chemin de fer à partir de Kamienna jusqu'à Bleżeń, Stąporków, Końskie. L'industrie à Końskie a commencé à se développer rapidement. Pendant cette période, ont été créés de nombreux ateliers de fonderie indépendants qui n'étaient pas liés aux fabriques de machines ni
L'industrie de la pierre et de la céramique se développe aussi. Un an auparavant, l'entrepreneur Bialer a fondé un établissement de taille de pierre où environ 100 personnes travaillaient. 4 ans plus tard, Abraham Levin a fait construire une usine de tuiles, de briques réfractaires et de carreaux de terre cuite. Koński est devenu un centre important de commerce de fer. De nombreux ateliers artisanaux produisant des articles en fer sont en plein développement. Les usines et les ateliers employaient avant tout des Polonais. L'initiative des entrepreneurs se développe en ville. Il existe plusieurs centaines de petits ateliers artisanaux, il y a presque 500 commerçants et de nombreux magasins, 24 grands et plus de 100 petits. On construit une centrale électrique locale qui est mise en service en 1913. Bien que les Juifs faisaient partie intégrale de la société de la ville de Końskie, ils se distinguaient de manière visible dans tous les domaines de la vie. Dans la vie de leur communauté, dans leurs opinions sur le monde, sur l'éducation et la famille, ainsi que dans le domaine de la religion. La communauté juive a un cimetière distinct nommé Kirkut ou Beit Kvarot et leur lieu de culte religieux nommé synagogue ou Beth HaKnesset. Pourtant, indépendamment de ce fait, la communauté juive de cette ville participait activement et a joué un rôle important dans la vie économique et sociale de Końskie. Elle décidait de nombreuses affaires de la ville, au même degré que ses habitants polonais, en participant activement aux séances du conseil municipal, ainsi qu'en témoigne un grand nombre de procès-verbaux gardés aux archives. La communauté juive contribuait au même degré que les Polonais aux actions nationales et patriotiques pendant les siècles de sa présence à Końskie. À Końskie vivaient aussi des Autrichiens, des Tchèques, des Moraviens et des Russes originaires de la Russie du Tsar lors du partage de la Pologne et pendant la Première Guerre mondiale. Jusqu'en 1918, soit au retour de la liberté obtenue par la Pologne, Końskie était occupé par l'Autriche et la Russie. À Końskie, il y avait en permanence plusieurs centaines de soldats russes avec leurs familles. En 1903, pour eux et pour leurs familles, environ 3000 habitants au total, on a construit une église orthodoxe sous l'invocation de l'icône de la Sainte Vierge Znamienie, située rue Piotrowska, actuellement rue du maréchal Józef Pilsudski, sur l'ancien marché dans un quartier à l'ouest de la ville appelé Bugaj. Le maire de Końskie était à l'époque un Russe, de même que le maître de police. Il surveillait la participation de la famille de Tarnowski et des habitants les plus puissants de Końskie à la vie de cette ville. La langue officielle était le russe, et de crainte d'actions hostiles, des surveillants russes participaient à de nombreux événements, réunions et assemblées organisées en ville. Malgré tout, pendant cette période, les habitants de Końskie impressionnaient par leur activité sociale. On fonde des écoles et un cinéma, des pièces de théâtre sont représentées, des organisations et des associations sont créées. Les traditions de l'école du troisième cycle renaissent. Les élèves apprennent le russe, l'allemand, le latin, le polonais, le français, le slavon. Ils étudient l'histoire de la Russie et de l'Antiquité. Ils apprennent le dessin, la calligraphie, l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie et la biologie. Ces matières étaient complétées par des exercices de sport et le chant, et aussi par des cours de religion catholique ou orthodoxe. On crée des groupes de scoutisme pour les filles et pour les garçons. Ils se réunissent dans le parc du comte Tarnowski. En même temps, grâce aux efforts de Tarnowski, on fonde l'association des pompiers volontaires, on transforme l'édifice médiéval de l'église Saint-Nicolas en l'adaptant aux besoins de la paroisse.
Avant l'entrée des Autrichiens à Koński, en été 1915, qui ont réintroduit leur administration, les Russes, pendant leur évacuation vers l'Est, ont emmené avec eux de nombreux professionnels et beaucoup d'objets précieux. L'Église orthodoxe, négligée, sans fidèles et pillée par les Autrichiens, a été achetée à titre privé par des personnes qui l'ont fait démolir et ont utilisé les matériaux ainsi obtenus pour construire 2 maisons à Koński. Seules les tombes des Russes morts ici sont restées. Le nouvel occupant s'est avéré plus libéral en ce qui concerne la culture et la langue polonaise, mais en même temps, il exploitait économiquement la ville et ses environs de manière intransigeante. Dans le district de Końskie, le pouvoir total était exercé par un commandant militaire auquel les autorités municipales étaient soumises, bien que les Autrichiens accordaient aux Polonais un pouvoir restreint dans la ville. Le premier maire polonais élu par les conseillers en juin 1916 était Władysław Królikiewicz. La période de la Première Guerre mondiale est aussi celle où des personnes de différentes régions de l'État d'Autriche-Hongrie sont venues séjourner à Końskie. Une carte postale envoyée à sa famille par l'une d'elles, probablement un habitant de Moravie, montre Końskie de l'époque à vol d'oiseau et contient le texte suivant. « Veuillez bien recevoir mes meilleures salutations et la carte postale promise. Nous sommes parmi les Polonais et ce ne sont que des Juifs. En ce qui concerne la nourriture, nous ne pouvons pas nous plaindre. Le pain est meilleur que chez nous, et il est vendu en vrac. Une livre vaut 12 kreutzer et 5 livres, c'est 2 kilos. Józef Dziadek, ouvrier, nous ramène. Nous aurions de tout. Seule la bière et le tabac manquent ici. Ils ont de la bière quelque part, mais c'est de l'eau colorée. Ligne Brzin-Tomaszów, station Niekłań, près de Kielce. Écrit le 11 septembre 1915, russe-polonaise. Reconstituée en 1918, la Pologne, pendant les premières années de son indépendance, était en prise non seulement avec les conséquences de la guerre, mais aussi avec le résultat du partage qui avait duré plus de 100 ans. À Koński, longtemps après le retour de l'indépendance, une situation de crise s'est maintenue. Les usines ne travaillaient pas, principalement à cause de la perte des débouchés d'avant la guerre et des fournisseurs de matières premières. Le chômage existant augmentait en permanence, ce qui intensifiait l'émigration pour des raisons économiques. Le panorama économique et industriel de Ziemia Koniecka en 1925 est composé de 120 entreprises, sociétés, établissements de différentes dimensions. Des moulins à blé, aux forges, fonderies, scieries, briqueteries, jusqu'aux grandes usines. À Końskie, il existait une petite usine de savon et de serrage, Labor, ainsi qu'une fabrique de vodka et 4 petites tanneries. La relance de la vie de Końskie a eu lieu quand on a commencé, en 1922, à construire des ateliers de La période de l'entre-deux-guerres est aussi la crise de l'exploitation minière et de la fonderie.
Le licenciement de plus de 1300 ouvriers en janvier 1930 témoigne de l'effondrement du marché des débouchés et, en conséquence, de la production. D'un autre côté, cet événement a augmenté la misère des gens, ainsi privés des possibilités de travailler et de gagner leur vie. À cause de cela, une ambiance de mécontentement, de révolte et de lutte s'est intensifiée, initiant des grèves. La grève la plus commentée à Koński et en Pologne a été celle de l'été 1936. Elle avait un caractère général et a été la plus longue à Zagłębie Staropolskie. Après 6 semaines d'occupation tenace de l'usine, l'équipe de plus de 700 personnes a obtenu la garantie de la réalisation de leurs revendications. Avant tout, une augmentation de salaire. À l'époque de la famille de Tarnowski, Koński était une ville administrative, industrielle et de services. Les ouvriers constituaient une minorité, dont la plupart étaient employés dans de petits établissements et dans l'artisanat. Par contre, la petite bourgeoisie, en majorité juive, jouait un rôle important. La participation de l'intelligentsia et des travailleurs intellectuels était assez significative. À Końskie, de nombreuses personnes continuaient à gagner leur vie grâce au commerce et à l'artisanat. Par la force des choses, la concurrence entre presque 500 magasins qui fonctionnaient dans la ville depuis 1928 ne permettait pas à leurs propriétaires d'atteindre de grands revenus. Parmi les commerçants, jusqu'à 236 vendaient des articles alimentaires, 100 de la draperie, 31 des articles en fer, 3 des produits de teinturerie, 128 d'autres produits. De nombreux voyageurs passaient par la ville car il existait 20 restaurants et pâtisseries. Accéder à Koński ne constituait pas un problème. À part le chemin de fer, il existait le réseau de routes le mieux développé de la voïvodie kieleckienne. Vers la fin des années 30, la situation économique de Koński s'est améliorée. La Pologne sortait de la crise et dans la relance de l'économie, les investissements de la région centrale industrielle ont joué un rôle considérable. Malheureusement, la ville de Końskie n'a pas eu le temps d'en profiter. Pourtant, ces années ont apporté une certaine amélioration de la situation des usines de Końskie. Le chiffre d'affaires a augmenté. En 1938, le secteur des métaux employait 2000 ouvriers. En 1939, Końskie comptait près de 11 500 personnes. La majorité était d'origine juive. Les 6 années suivantes devaient s'avérer la période la plus tragique de l'histoire de la ville. L'invasion allemande, initiée sans déclaration de guerre, a commencé le 1er septembre. Dans le cadre de la guerre éclair, une attaque massive des armées motorisées, des blindés et de l'aviation a commencé. Dès le 3e et le 4e jour de la guerre, la Luftwaffe bombardait Końskie. Les premières victimes faisaient partie de la population civile et parmi elles, la famille de Weinberger a subi les plus grandes pertes. Le 8 septembre, les crosses de fusil des soldats allemands frappaient déjà aux portes des habitants de Końskie. Le jour suivant, le Führer du Troisième Reich, Adolf Hitler, entrait triomphalement dans cette ville héroïque en rendant visite à l'état-major de la 10e armée du général Walter von Reichenau dans le château de la ville. Dès les premiers jours, les soldats de la Wehrmacht semaient la terreur parmi la population civile. Końskie a vécu plusieurs massacres et persécutions de la population. Le premier massacre a eu lieu dès le 12 septembre, à l'occasion de l'enterrement de soldats allemands dans le square devant l'église Saint-Nicolas, quand on a fusillé 22 juifs.
Une des témoins de cet événement était la célèbre actrice allemande et réalisatrice de films sur le triomphalisme du Troisième Reich, Leni Riefenstahl. Les photos faites en 1939 montrant le massacre de Końskie et la terreur sur le visage de cette femme sont connues dans le monde entier et sont commentées en différentes langues jusqu'à aujourd'hui. Dans la partie nord de la ville, dans l'endroit appelé chantier, terrain du Convet et de l'établissement du traitement de la ferraille, a été créé un camp sur une place qui avait été clôturée avant la guerre pour y construire une usine. On y a mis des prisonniers et des personnes civiles, environ 5000 Polonais et Juifs, arrêtés le 12 et 14 septembre à Końskie et dans ses environs. 20 suspects de ce groupe ont été tout de suite fusillés. Le 11 novembre 1939, un soldat allemand a envoyé à son supérieur civil en Allemagne une carte postale de Końskie en écrivant ce qui suit. « Cher Monsieur Bourgmestre, en tant qu'employé de la caisse municipale d'épargne soumise à votre surveillance, je me permets de vous envoyer mes meilleures salutations de Pologne. Końskie compte 12 000 habitants, dont 8 000 de populace juive. Le juif doit travailler ici au pic et à la pelle. En plus, ses visages. Encore une fois, mes salutations et un fort Sieg Heil pour notre Führer. » Les Allemands ont commencé la distribution de rations alimentaires de famine. Ils ont procédé à une économie dévastatrice et à la destruction de la société polonaise et juive à Końskie. Pour mieux surveiller la production de guerre, l'occupant a commencé à gérer les usines les plus grandes de la ville. Le sort des biens des Tarnowskis était identique. Les actions de guerre, les réquisitions et contingents, réalisés par la Wehrmacht et par la gendarmerie, ont entraîné une détérioration catastrophique des conditions de vie. En novembre 1939, les Allemands ont commencé à distribuer des denrées alimentaires. Un ticket de rationnement accordé aux habitants une fois par mois comportait 6 kg de pain, 400 g de viande, 3 œufs, 100 g de chicorée, 250 g de sucre, 120 g de miel artificiel, 250 g de marmelade, 3 décilitres de lait écrémé. Dans un rapport de American Joint Distribution Committee, nous lisons:
Tous les habitants de la ville connaissent les tristes images qui ont lieu entre 12 heures et 14 heures près de notre cuisine populaire, où, pendant les plus fortes gelées, nous voyons des gens attendant la nourriture dans des galoches mises sur les pieds nus ou d'autres malheureux dont les pieds sont enveloppés uniquement de lambeaux. De même, ce n'est un mystère pour personne si dans de nombreux appartements les enfants gardent le lit parce qu'ils n'ont ni vêtements ni chaussures. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à part les Allemands, Konski était habité par les Lituaniens, les Ukrainiens, ainsi que par des Russes de la Russe soviétique, des Géorgiens et des représentants d'autres nationalités. Pendant l'occupation, les fonderies de Konski étaient administrées par les Allemands. Les équipes de ces usines constituaient le noyau de la résistance à Konski et participaient aussi bien à l'accumulation et à la réparation des armes qu'à la production de pièces d'armes, à l'écoute des émissions radiophoniques ou à la recherche de renseignements sur l'occupant. Après la fin des combats de septembre, le détachement d'Henryk Dobrzański, pseudonyme Hubal, a débuté la lutte dans la région de Konieckie. Ce commandant, brave, grâce à ses actions, s'est fait appeler le dernier soldat de la République de Pologne et le premier maquisard polonais. Pendant les combats de septembre, Henryk Dobrzański, chevalier de l'ordre Virtuti Militari, ex-légionnaire et maître de l'équitation, avait le grade d'adjoint du commandant de l'escadre des Uhan. En apprenant en septembre 1939 l'agression de la Pologne par la Russie, qui était en train de réaliser le pacte Ribbentrop-Molotov, fasciste et communiste, une partie de cette armée a décidé de rendre les armes. Les autres ont décidé d'aller au secours de Varsovie, qui était encore en train de lutter. Dobrzański a mené 180 Uhan. Après la capitulation de la capitale, le 28 septembre, il a annoncé, je cite, qu'il n'enlèverait pas son uniforme tant que le sang coulera dans ses veines, tant qu'il aura la force et jusqu'à ce que l'ennemi soit chassé du pays. La population de Konski a reçu cette armée polonaise, puis les maquisards, avec enthousiasme et malgré le danger de mort, elle l'a approvisionnée en produits alimentaires, en fourrage pour les chevaux et en autres choses nécessaires. Le 30 avril 1940, de bon matin, le commandant Dobrzański a été tué. Le corps du commandant, héroïque, a été emporté par les Allemands et on n'a jamais retrouvé sa tombe. Les représailles hitlériennes n'ont pas abattu les habitants de Konieckie et les années 39-45 restent gravées dans l'histoire de cette ville grâce à l'héroïsme de nombre de ses habitants dans la lutte contre l'envahisseur allemand. Dans le cadre de l'organisation de la Pologne clandestine, indépendamment de leurs convictions politiques, en s'unissant au détachement de Bataliony Chłopskie, bataillons paysans, de communistes, de socialistes, de l'armée populaire, des forces armées nationales, de l'armée nationale, les citoyens de Konieckie, en menant une diversion contre l'ennemi et en luttant dans les maquis, ont pris la défense de leur pays natal. Grâce à leur attitude héroïque, se sont couverts de gloire. Le lieutenant Marek Szymański, pseudonyme Vautour, le fils du maire de Konieckie, le capitaine Jan Stoiński, pseudonyme Górski, le lieutenant Jan Piwnik, pseudonyme Moroz, le commandant de Zgrupowanie Świętokrzeskich, groupe des Monts de la Sainte-Croix, le lieutenant Waldemar Świec, pseudonyme Robot, le colonel Antoni Heda, pseudonyme Gris, Bogumił Kacperski, pseudonyme Framboise, Jan Zbigniew Wronisiewski, pseudonyme Veilleuse, Bojomir Tworzejański, pseudonyme Soutien, Tadeusz Chmielowski, pseudonyme Bartek, Stanisław Janiszewski, Dewaitis, Władysław Piwowarczek, pseudonyme Zbigniew, et des milliers d'autres dont les noms ont été gravés sur les monuments et les pierres tumulaires, et qui, pour toujours, sont gravés dans la mémoire des habitants de Konieckie reconnaissants. Un événement particulier restera à jamais dans les mémoires des habitants de Konieckie. Il a eu lieu en novembre 1942, quand les Allemands liquidaient le quartier juif en assassinant ses habitants sur le chemin de la gare et en les tuant pendant le transport vers les camps d'extermination.
À ce moment-là, pratiquement tous les 5300 juifs de Koński d'avant la guerre ont péri et ensuite plusieurs milliers de leurs frères qui ont été déportés à Koński après la création du ghetto. Ils chassaient les Juifs de leurs maisons, les mettaient en rangée et les menaient par la rue. Les gendarmes jetaient par la fenêtre, dans la rue, les malades qui ne pouvaient pas bouger. Ils s'approchaient des personnes étendues dans la rue et tiraient des coups sur eux. Une Juive s'est échappée dans la rue avec un bébé très petit, comme si elle était juste après l'accouchement. Le bébé nu, elle échevelée, demi-nue, une chaussure énorme sur un pied, l'autre pied était nu. Les carabines l'ont atteinte. De l'autre côté de la rue, les Allemands faisaient sortir les Juifs résistants. La ville a été terrorisée à ce point 2 fois encore pendant les détentions massives en 1943. Ce jour-là, tous les Juifs ont été tirés des ruines par les membres de l'association des tireurs lituaniens et par les Ukrainiens qui faisaient une démonstration de leur cruauté. Les Ukrainiens violaient les Juifs avant que la mort mette fin à leur supplice. Tous ont formé un cortège bien régulier. Il y en avait encore des milliers. Il était interdit de dépasser les lignes désignées, sinon la mitrailleuse d'un Allemand ou d'un Ukrainien alignait de manière définitive. Les condamnés, dépouillés auparavant de leurs chaussures et du reste de leurs vêtements, frappés et parfois tués sur le chemin, étaient menés à la station de Chedwowiec, 4 km à pied, nus, pendant une gelée de moins 16 degrés. Il y avait tant de cadavres d'enfants, de personnes âgées et de femmes, tant de mares de sang que les gens n'ont pas eu le courage d'utiliser ce chemin pendant longtemps. Au cours des années 39-45, l'aménagement municipal a aussi souffert. Dès le début du mois de septembre 1939, une quinzaine de bâtiments ont été détruits à Końskie. En 1942, l'occupant a procédé à des régulations urbaines planifiées. Anotark a été alors déconstruit, de même que les magasins de marchands appelés Poczejów, et on a fait démolir l'aménagement de la rue Jatkowa en direction de l'hôpital, afin de pouvoir prolonger en ligne droite la rue Warszawska. Tout cela devait rendre plus facile la communication des colonnes de transports allemandes.
Environ 200 Juifs de Koński ont survécu à la guerre, cachés par les Polonais ou grâce à des documents personnels falsifiés. Actuellement, ils n'habitent pas à Końskie. Une partie est déjà morte et l'autre vit en Israël ou aux États-Unis. L'histoire des Juifs de Koński, qui a commencé au Moyen-Âge, fait partie intégrale de l'histoire de la société de cette ville. Un des mérites indéniables de la population juive de Końskie a été le développement du commerce, de l'artisanat et de la fonderie traditionnelle, ainsi que de l'industrie des métaux. Pendant toutes ces années, les Juifs à Końskie vivaient dans des conditions favorables. Ils ont créé une culture matérielle et spirituelle qui leur est propre. Elle faisait partie de la culture de la ville. L'extermination de la population juive a mis fin à une longue période de l'histoire de Końskie, pendant laquelle les communautés polonaises et juives, bien que différentes, vivaient ensemble. Cette population n'a laissé que peu de traces matérielles, quelques documents aux archives et les souvenirs de certains habitants âgés de Końskie. Après la guerre, Końskie était dévastée comme jamais elle ne l'avait été dans le passé. Une partie de l'aménagement de la ville a été encore plus abîmée en janvier 1945, entre autres la tour de l'église, lors d'un combat des soldats de l'armée rouge contre les hitlériens. De nombreux citoyens polonais de Koński ont péri suite aux exécutions, pacifications et dans les camps de concentration. Pour leur patriotisme et leur amour du pays, les habitants polonais de Koński étaient assassinés, emprisonnés, torturés et envoyés en Allemagne au travail obligatoire. Les soldats habitants de Koński ont lutté et sont morts sur presque tous les fronts. Sous Narvik, en Afrique, près de Monte Cassino, pendant l'insurrection de Varsovie, dans des groupes d'aviation au Royaume-Uni, sous le ciel de la France. La plupart d'entre eux ont sacrifié leur vie en défendant leur patrie et ils reposent au cimetière de Koński ou en terre étrangère, parfois inhumaine, comme celle de Katyn. Ceux qui vivent encore aujourd'hui sont entourés d'amour et de respect. Ils témoignent du passé et sont un modèle pour les futures générations. Le dimanche 17 janvier 1945, la ville de Koński est libérée par l'armée soviétique. Après une messe à l'église, l'organiste a chanté Boże Coś Polska, chant religieux ayant joué le rôle d'hymne à la fin de la Première Guerre mondiale, mais les fidèles chantaient avec beaucoup de crainte. Le chant n'est pas puissant, bien que nous soyons déjà libres. Le mardi 19 janvier, on sait déjà à Koński que le NKVD a commencé les détentions de soldats de l'armée nationale. Il chasse surtout les parachutistes de Londres. Dans cette situation, craignant les représailles, de nombreux habitants de Koński ont quitté leur région natale. Les Tarnowski, qui pendant de longues années géraient le domaine et les biens de Końskie, se sont inscrits de manière durable dans la prospérité et l'histoire de cette ville. De braves patriotes, excellents organisateurs de la vie sociale, initiateurs de dizaines d'entreprises sociales et économiques, parfaitement éduqués en Pologne et à l'étranger, auteurs de nombreux ouvrages scientifiques, attendaient en vain la restitution de leurs biens que les nouvelles autorités d'après-guerre se sont appropriés. La famille de Tarnowski, descendant d'une famille de magnats remarquables, dont l'histoire remonte à l'Antiquité et au Moyen-Âge, a aménagé le domaine de Koński tel que l'on peut le voir de nos jours et qui jusqu'à aujourd'hui sert à la population locale. Selon le recensement démographique de 1950, Koński était habité par environ 7000 personnes.
Pendant cette période, en vertu d'un décret sur la réforme agricole, le nouveau pouvoir, dit populaire, a morcelé les propriétés foncières privées, entre autres 900 hectares des biens de Koński appartenant à la famille Tarnowski. Puis, suite à un décret sur la nationalisation, ont été repris les établissements privés, entre autres les fonderies, parfois en violant les dispositions en vigueur à l'époque. La ville de Koński a été nationalisée, les propriétaires de petites entreprises ont été privés de leurs propriétés qu'on a soumises à un conseil de surveillance commun. Certaines entreprises ont été transformées en plusieurs coopératives de travail. En premier lieu, les habitants de Koński ont procédé à la mise en fonctionnement des établissements de fonderie. Les profils de production ont aussi changé. On produisait avant tout des tubes, des pièces moulées et du matériel de canalisation. En raison de cette nouvelle fabrication, les usines ont été modernisées. En 1955, plus de 2000 personnes travaillaient dans l'industrie. Pendant cette période, Zakład Urządzeń Klimatycznych, établissement de produits de climatisation, appelé ensuite Covent, a commencé à fonctionner comme étant l'une des usines les plus grandes et qui a encore été agrandie au cours des années 70 et 80. Dans les années 70, les Italiens ont contribué au développement de Koński. Ce n'est qu'en 1968 que disparaissaient les fiacres cédant leur place aux taxis. Jusqu'à aujourd'hui, cette importante fonction de transport de personnes est remplie, entre autres, par le taxi numéro 1, dont le propriétaire sert les habitants de Koński depuis 50 ans. Le paysage industriel de Koński a beaucoup changé à partir de 1968, après la construction de nouveaux établissements métallurgiques Zamtal, qui, pendant longtemps, était une succursale de l'usine de camions à Starachowice, Polmo. Pendant de nombreuses années, c'était la plus grande usine, employant au cours de sa meilleure période plus de 3500 personnes. Elle a été liquidée en 1996. Depuis plus de 25 ans, la coopérative de lait, entre autres lait en poudre, beurre, produits laitiers, yaourt, est l'exemple d'un autre type de production. Le développement de l'infrastructure a changé l'image de la ville en la rendant plus favorable aux investisseurs. Aujourd'hui, aucun haut-fourneau ne travaille plus dans Ziemia Koniecka. Ils ont laissé aux alentours de Koński des traces historiques sous forme de ruines et de bâtiments d'usines pittoresques. Ces vestiges sont volontiers visités par les touristes auxquels on présente les anciennes machines, le matériel, les techniques de fonte et de traitement du fer à l'aide de machines et de dispositifs mis en marche par la force des muscles et de l'eau. Par contre, il existe encore des établissements métallurgiques, petits et grands, toujours en développement et qui se sont avérés très bien adaptés à la nouvelle réalité économique de la Pologne qui a débuté après 1989. Les traditions industrielles sont toujours d'actualité à Końskie. Aujourd'hui, la ville qui est le centre de l'administration du district constitue le 5e centre industriel de la voïvodie de Świętokrzyskie du point de vue des dimensions. La fonderie et l'industrie des métaux dominent traditionnellement. Ces dernières années, sur la base d'établissements fermés, se sont créés beaucoup d'autres établissements dans le secteur de la fonderie, de la céramique, de la confection et autres. La ville de Koński dispose d'une infrastructure communale complète et d'un réseau de services développé. Elle possède un réseau de distribution des eaux, un réseau de canalisation avec une station d'épuration, un réseau de distribution du gaz et de chauffage urbain. Elle est le siège de nombreuses institutions de l'État, d'entreprises privées, financières, d'éducation, culturelle et de santé. Les réussites des habitants de Koński ont été appréciées par le président de la République de Pologne, M. Aleksandr Kwaśniewski, qui, en sa qualité de chef d'État, comme le roi Stanislas Auguste Poniatowski, est venu le 8 mai 1998 rencontrer les habitants de Koński en participant à la célébration du 250e anniversaire de l'octroi du statut de la ville à Końskie.
Koński est aujourd'hui le siège des autorités du district situé dans la partie nord-ouest de la voïvodie de Świętokrzyskie. Le district est frontalier des voïvodies de Mazowieckie et de Łódzkie. La ville compte 23 000 habitants et elle est aussi le centre d'une commune de 40 000 habitants. Il est facile d'accéder à Końskie car la ville est située à environ 10 km au nord-est de la route nationale numéro 74 Piotrów Trybunalski-Kraśnik, au croisement des routes 749, 746 et 728 et la faible distance des grandes agglomérations comme Łódź, Varsovie, Radom et Kielce a permis à Końskie de devenir un centre industriel développé. Les traditions et les habitudes de production transmises d'une génération à l'autre lient toujours la population d'ici à l'industrie des métaux. Un groupe d'ingénieurs et de techniciens parfaitement formés continue avec succès les réalisations de nombreuses générations en permettant à la région, à la ville de Końskie et à ses concitoyens de s'enrichir. L'avenir de Końskie, c'est un nouveau pas vers les changements technologiques, avec l'apparition de la technologie plasma, exploitée pour récupérer des métaux rares et la destruction des déchets créés par l'arc électrique. C'est la continuation des activités exercées jusqu'ici sur la base de l'expérience acquise, mais aussi l'action organisée de la ville pour permettre de réaliser des projets financés par l'Union européenne. Les habitants entrepreneurs de Końskie planifient la création d'une sous-zone économique et d'une zone de petite entreprise. Dans la région, on fait la promotion de la technologie des micro-ondes pour éliminer l'amiante dans les communes et peut-être que dans quelques années, le projet de construction d'un réacteur à plasma sera réalisé. Le futur de Końskie, c'est aussi des activités dans le domaine de l'éducation pour les besoins des entrepreneurs et du marché du travail. Les paysages et les valeurs naturelles intéressantes de Końskie et de ses alentours attirent chaque année des millions de touristes venant notamment des grandes villes polonaises. Les hôtels à Końskie et à Modlicewice, ainsi que les pensions à Sielpia, assurent la possibilité de s'héberger. Deux cinémas, Pégase, situé rue du 1er mai, et Anticzne, dans le parc du Temple grec, une quinzaine d'autres centres culturels et la bibliothèque municipale de la ville. Après 1000 ans d'événements, l'histoire, les joies et les souffrances subies sont toujours présentes dans la collectivité de cette ville. Les fêtes locales, les événements culturels, les anniversaires d'événements nationaux et célébrations religieuses, les manifestations patriotiques évoquant l'histoire, les rencontres avec les témoins du passé encore vivants, la commémoration d'événements, tout cela constitue les activités indispensables à la conservation de la mémoire des ancêtres, des anciens habitants de Końskie, des héros historiques. C'est un processus permettant d'inculquer le patriotisme aux nouvelles générations de citoyens de Końskie. C'est dans ce but qu'agit l'Association polonaise du tourisme, agence à Końskie, ainsi que la Chambre de la mémoire et de la tradition de Ziemia Koniecka. De nos jours encore, la collégiale, sous l'invocation de Saint Nicolas et de Saint Adalbert, est l'objet d'un culte particulier et témoigne de la vie religieuse des habitants de Końskie, qui traitent l'acquis historique et les traditions de l'église de Końskie de manière particulière et avec beaucoup de respect. Les habitants de Końskie sont fiers de leur histoire.
Il est important de voir l'application insolite avec laquelle ils participent, comme leurs ancêtres, à la vie religieuse de leur communauté. Końskie d'aujourd'hui, c'est une localité belle en chaque saison de l'année. Cela vaut la peine de se promener dans les anciennes ruelles parmi les édifices historiques, de se reposer sur un banc au centre de la ville ou dans la fraîcheur du parc municipal et de réfléchir un moment aux événements vécus ici et aux personnages de l'histoire encore si vivants dans la mémoire de ses habitants. Les habitants accueillants et économes, riches d'une sagesse de plusieurs siècles, recevront volontiers chez eux aussi bien les touristes que ceux qui aimeraient lier leur sort à l'économie de cette région. Ils se sentent héritiers du savoir technique et de la culture de toutes les communautés qui ont vécu dans cette ville par le passé. Les expériences acquises grâce à la rencontre de ces nombreuses cultures sont encore vivantes aujourd'hui. La preuve, c'est d'un côté la continuation des traditions industrielles, commerciales et artisanales, et de l'autre, le goût qu'ont les habitants de Końskie à commémorer et à cultiver l'histoire de leur ville. Celui qui arrive à Końskie et dans ses environs est confronté à une chronique vivante de cette ville. À Końskie, on n'oublie rien. On élève des monuments aux héros et aux personnes de mérite, et les plus âgés transmettent aux jeunes l'expérience des générations passées sous forme écrite et orale.